À 16 ans, j'ai appris 2 vérités. 1. Dans ma famille, le silence était la clé de la survie. 2. Et j'étais absolument incapable de me taire. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas rebellée. Je posais juste des questions. Comme « Pourquoi tante Marianne ne venait plus après la lecture du testament ? Pourquoi y avait-il 2 registres comptables dans le bureau de papa ? Pourquoi maman disait « On n'en parle pas » chaque fois qu'on mentionnait l'incendie de la rue des Érables aux voisins, il disait que j'avais un tempérament artistique. Mais à la maison, ils ont commencé à me traiter d'instable. Ils ont déplacé ma chambre au sous-sol. Je n'avais plus le droit de m'asseoir à table pendant les dîners avec des invités. Maman disait que je mettais les gens mal à l'aise. On a cessé de m'inviter aux vacances familiales. Les excuses étaient toujours les mêmes. Ce n'est pas le moment. On fait quelque chose de discret. Tu as besoin de repos. Ils ont rétréci mon monde, puis m'ont reproché la manière dont je le vivais. Et quand je me suis confiée à ma professeure de français, une seule fois juste assez pour dire « Quelque chose ne va pas à la maison », elle a appelé mes parents inquiète. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé ma chambre vide. Pas de lit, pas de bureau, juste une valise près de la porte. Maman m'a tendu un papier plié. « Fais tes bagages. Tu vas au centre de repos Les Sols. Tu y recevras l'aide dont tu as besoin. » Je l'ai dévisagée. « Quelle aide ?» Elle a souri. « Celle qui te rendra silencieuse. » Et j'ai compris. Je n'avais pas été envoyée ailleurs. J'avais été effacée. Le dossier est arrivé juste après le déjeuner. Une nouvelle patiente. Anxiété sévère, épisode de dissociation. Terreur nocturne, éclat de violence déclenché par des souvenirs. Âge 25 ans. Nom Thomas Lemoine. J'ai fixé la page attendant que mon pouls se calme. Ce nom, je le connaissais. Il résonnait dans mon enfance à chaque fois qu'on me disait « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ?» Mes mains sont restées fermes. Ma voix n'a pas tremblé quand j'ai parlé à la chef de service. J'ai dit que je prenais le cas. Elle m'a demandé si j'étais sûre. J'ai répondu oui. J'ai menti. La dernière fois que j'avais vu Thomas, il avait 13 ans. Il se tenait en haut des escaliers pendant qu'on m'emmenait encadré par 2 inconnus en blouse blanche. Il n'a pas demandé où j'allais. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Et maintenant, des années plus tard, on me tendait son dossier d'admission. Ses antécédents médicaux étaient minces. Trop minces. Comme si quelqu'un avait nettoyé l'histoire. Thomas avait été admis 2 jours plus tôt après avoir brisé un miroir dans son appartement. Il ne se souvenait pas l'avoir fait. Mais les voisins avaient entendu les cris. Ils disaient qu'il répétait un nom. Ils n'ont pas compris lequel. Moi, j'avais une idée. Cet après-midi-là, je suis entrée dans la salle d'observation. Vert sans teint, éclairage neutre. Configuration standard. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Même visage, plus vieux. Fragile maintenant. Peau tendue sur la mâchoire. Yeux errants sans but. Il semblait perdu. Il ressemblait à quelqu'un qui attendait un fantôme. Et pour la première fois en 13 ans, j'ai pensé « Peut-être que je n'étais pas la seule à être hantée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me disais que c'était l'emploi du temps, les dossiers que la tension habituelle de l'internat. Mais ce n'était pas vrai. La vérité était plus simple. Je n'étais pas prête à voir les yeux de ma mère sur un visage plus jeune. Pas prête à me tenir face à mon frère et à prétendre que c'était un dossier comme un autre. Ce n'était pas la justice. C'était un miroir. Et je ne savais pas lequel de nous deux se briserait en premier. Le lendemain matin, j'ai rédigé une demande de transfert. J'ai écrit les mots que tout interne écrit quand le poids est trop lourd. Conflit d'histoire personnelle. Demande de réaffectation. Je ne l'ai pas envoyée. À la place, je me suis assise face à Dr Dubois pendant la pause café. Elle avait été ma supérieure en psychiatrie d'urgence pendant 2 rotations. Elle savait reconnaître une pression silencieuse. Elle m'a regardée puis a jeté un œil au formulaire non signé dans ma main. « Tu as le droit de te retirer, Héloïse. Mais pose-toi cette question d'abord. Protèges-tu Thomas ou la version de toi qu'ils t'ont dit d'être ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de réponse. Parce que si ce n'était pas pour le guérir, et si au fond je voulais juste qu'il me voie, pas comme une patiente, pas comme un problème, mais comme une professionnelle. Quelqu'un qu'il ne pouvait ni ignorer, ni effacer, ni réduire à un coup de fil. Ce n'était pas la justice, c'était de l'ego. Et l'ego n'a pas sa place en thérapie. Mais autre chose si. La responsabilité. À la fin de la journée, j'ai rouvert le dossier de Thomas. J'ai libéré mon agenda pour les 72 heures suivantes. Et je suis retournée dans cette clinique avec une certitude.
Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la vérité. Et c'était peut-être plus dangereux. La maison tenait encore debout. À peine. Elle n'avait pas été vendue, juste laissée à l'abandon. Fenêtre condamnée. Boîte aux lettres jaunie. Une tache d'herbe morte là où poussaient autrefois des rosiers. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que je cherchais. Une closure peut-être. Ou la preuve que je n'avais pas tout imaginé. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Évidemment. À l'intérieur, le papier peint s'écaillait. La moisissure s'accrochait au coin. La cuisine sentait la poussière et les vieilles conduites de gaz. Mais l'escalier, il était exactement comme avant. Le 3e marche du haut grinçait toujours. Le couloir sentait encore faiblement le citron et le contrôle. Je suis allée dans mon ancienne chambre, il l'avait vidée. Mais je me souvenais de la latte près de la fenêtre, celle qui bougeait si on appuyait juste au bon endroit. Je l'ai soulevée m'attendant à rien. À la place, j'ai trouvé une petite boîte en métal. Dedans une photo pliée, une note à l'encre pâlie et un dessin d'enfant, le mien. La photo me montrait à 16 ans bras croisés à côté de Madame Vignon, notre ancienne voisine. La femme qui m'apportait des livres qui avait dit un jour « Tu ne fabules pas la vérité, tu la vois avant les autres ». La note était d'elle. Elle disait « J'ai vu ce qu'ils ont fait. Tu n'étais pas malade. Ils avaient peur de toi. Un jour, tu reviendras. Et quand tu le feras, ne frappe pas. Prends ta place. » Je me suis assise là sur le sol, la lettre sur les genoux, et j'ai réalisé « Elle m'avait cru. Quelqu'un m'avait cru. » Et soudain, je n'étais plus dans cette pièce pour me souvenir de ce que j'avais perdu. J'étais là pour réclamer celle que j'avais toujours été. Le lendemain matin, je suis entrée dans l'hôpital, sentant le poids de la lettre dans la poche de mon manteau. C'était étrange comme un simple morceau de papier plié pouvait vous grandir. Thomas était prévu pour sa première vraie séance. J'ai demandé à l'infirmière de l'amener dans la salle de consultation. J'ai attendu carnet en main, respirant le calme antiseptique. Quand la porte s'est ouverte, il semblait plus vieux que dans mes souvenirs, mais pas de beaucoup. Il y avait en lui une douleur brute. Ce chagrin inachevé qu'on ne voit que chez ceux qui ont grandi en croyant que la douleur se garde pour soi. Il ne m'a pas reconnue. Pas tout de suite. Mais quand je me suis présentée, Docteur Lambert, il a cligné des yeux une lueur de confusion. J'ai vu sa mâchoire se crisper comme quand il était enfant et qu'il refusait de pleurer. Il s'est assis les yeux fuyant partout sauf mon visage. J'ai posé les questions standards. Sommeil, appétit, mémoire, cauchemar. Chaque réponse était brève, prudente, comme s'il craignait de révéler quelque chose. À mi-chemin, il a fini par lever les yeux. On s'est déjà rencontrés. J'ai marqué une pause, l'ancien réflexe de mentir remontant, mais je l'ai repoussé. On a grandi dans la même ville, ai-je dit. Il a hoché la tête, mais ses mains continuaient de bouger, nerveuses, cherchant comme s'il tâtonnait pour une porte dans le noir. La séance s'est terminée avec plus de silence que de mots. Mais je savais que quelque chose avait changé. Pour la première fois, je voyais non seulement mon frère, mais les cicatrices que la famille nous avait laissées à tous les deux. Et pour la première fois, en des années, c'était moi qui tenais le stylo. J'ai commencé à creuser, pas sur Thomas, mais autour de lui. Son dossier médical était plus mince qu'il n'aurait dû l'être. 2 hospitalisations, toutes 2 à peine documentées, épisodes liés au stress, surveillés pour délire. Pas de diagnostic, pas de plan à long terme. Juste une série de sorties et de silences. J'ai fait une demande officielle pour ces anciens documents de thérapie. Il y a eu de la résistance. Puis 2 jours plus tard, une enveloppe Kraft scellée est arrivée sur mon bureau. À l'intérieur, 5 disques compacts étiquetés à l'encre passée. Thomas Lemoine, séance 1-5. Je suis restée tard ce soir-là et j'ai écouté le premier. L'audio était granuleux. La voix sur la bande était à peine adolescente, agitée sur la défensive. Et si j'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir, disait Thomas. Le thérapeute demandait « Comme quoi ?» Thomas marquait une pause, puis murmurait « Elle n'a pas crié, elle a juste regardé maman. Et puis, ils l'ont emmenée. » Mon estomac s'est noué. J'ai passé au disque suivant. Thomas. Il disait qu'elle devait partir parce qu'elle était dangereuse. Mais elle ne l'était pas. Je crois qu'elle en savait trop. À la 3e séance, sa voix se brisait par endroits. Il parlait de cauchemars, de portes à ça qui claquaient, d'une voix de femme disant « Faites-la disparaître ». Il n'a jamais prononcé mon nom, mais il n'en avait pas besoin. Je suis restée dans ce bureau sombre, écoutant un enfant qui avait enfoui une vérité
parce que les adultes de sa vie faisaient passer les mensonges pour plus sûrs. Thomas avait protégé l'histoire familiale. De la même manière que j'avais essayé de réécrire la mienne pour qu'elle soit supportable. Et maintenant, des années plus tard, les deux versions s'effilochaient. Enregistrées, sur bande. Pour la première fois, j'avais plus que des souvenirs. J'avais des preuves. La séance familiale était fixée au jeudi. Ce n'était pas obligatoire, mais la clinique encourageait vivement la participation. Catherine a répondu dans l'heure. Roland aussi. Je n'étais pas surprise. Ils adoraient les performances contrôlées, surtout celles où ils pouvaient jouer les victimes des circonstances. J'ai libéré mon agenda ce jour-là. Pas seulement pour Thomas. Pour moi. Je savais ce que je voulais dire. Je ne savais pas ce que j'avais besoin d'entendre. La veille, je suis restée plus longtemps que d'habitude devant le miroir de la salle de bain. Cheveux relevés. Pas de bijoux. Maquillage discret. Rien de théâtral. Juste de la présence. De la précision. J'ai porté du bleu marine. Pas du noir. Pas de deuil. Pas de mémoire. Quelque chose de net. Silencieusement formel. Comme un verdict. Avant de quitter mon appartement, j'ai glissé la lettre de Madame Vignon dans mon sac. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je lui devais une place dans cette pièce. Elle m'avait vue quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle avait écrit la vérité quand j'étais trop jeune pour la nommer. À l'hôpital, j'ai relu le plan de traitement mis à jour de Thomas. J'ai répété la séance dans ma tête. Comment je commencerais, comment je gérerais les détours, ce que je ferais si quelqu'un pleurait, criait ou niait. Je me suis rappelé que ce n'était pas une question de vengeance. C'était une question de clarté. Thomas avait besoin de la vérité même si elle venait de la personne que sa famille avait tenté d'effacer. Et peut-être d'une certaine manière discrète j'en avais besoin aussi. Pas pour guérir, pas pour faire la paix, mais pour être vue, pleinement professionnellement sans excuse. Et ce moment je l'avais mérité. Pas par la colère, par le retour. Ils sont arrivés en retard. Catherine dans un manteau beige Roland en bleu marine. Couleur neutre respectable délibérée. Le genre de teinte que portent ceux qui veulent paraître irréprochables. Thomas était déjà assis épaulerettes doigts, tapotant le bord de sa manche. Je me suis levée pour les accueillir. Ils ont hoché la tête polie. Sans reconnaissance. Juste l'air vague de parents habitués à être admirés. Je leur ai proposé de l'eau. Ils ont refusé. J'ai demandé s'ils étaient prêts à commencer. Catherine a souri et dit « Bien sûr, nous voulons ce qui est mieux pour notre fils ». Je me suis assise en face d'eux, j'ai ouvert le dossier et j'ai commencé comme pour n'importe quel cas. Thomas réagit à des stimuli environnementaux, des déclencheurs liés à la mémoire, notamment un traumatisme refoulé. Ces symptômes correspondent à des épisodes dissociatifs enracinés dans des événements de l'adolescence précoce. Catherine a incliné la tête. Par exemple, je l'ai regardé droit dans les yeux. Par exemple, voir une sœur être internée pour la commodité de la famille. Sans raison, sans diagnostic, juste un effacement. Un silence, puis un éclat. L'expression de Catherine n'a pas changé, mais ses yeux se sont plissés. Roland a bougé sur sa chaise. « Pardon, a-t-il dit. Êtes-vous en train de dire que l'état de notre fils est de notre faute ?» J'ai fermé le dossier. Je dis que le traumatisme ne se limite pas aux zones de guerre. Il se produit dans les salles à manger, dans les salons familiaux, dans les maisons qui enseignent le silence plutôt que la sécurité. Les mains de Thomas ont cessé de bouger. Il a murmuré « C'était toi, la fille dans l'escalier ». J'ai croisé son regard. Je m'appelle, ai-je dit distinctement, Docteur Héloïse Lambert. Le visage de Catherine n'a pas cédé, mais ses jointures ont blanchi autour de la coudoir. Je savais que tu me semblais familière, dit-elle douce comme un serpent. Les lèvres de Roland se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti. Thomas clignait des yeux rapidement comme si son esprit rattrapait sa mémoire. Je les ai vus t'emmener. J'ai entendu maman dire que tu étais dangereuse. Catherine a coupé court. C'était il y a des années. Elle était souffrante. Nous devions agir. J'ai gardé ma voix ferme. Non. Vous avez qualifié la vérité d'instabilité. Vous avez transformé les questions en symptômes. Et puis vous m'avez enseveli. Roland s'est levé. Nous partons. Mais Thomas n'a pas bougé. Je me souviens de tout maintenant, a-t-il dit. Tu n'as pas crié. Tu t'es juste retourné. Tu étais calme. Catherine s'est levée à son tour. Sa voix s'est durcie. C'était une enfant perturbée. Je me suis levée la dernière. Non, j'étais un miroir. Et vous n'aimiez pas ce que vous y voyiez. Ils sont partis sans un mot de plus.
La porte s'est refermée. La pièce a retenu son souffle. Thomas s'est penché en avant. « Tu es vraiment devenu médecin ?» J'ai hoché la tête. Il a expiré comme si cela faisait mal. « Je crois qu'ils ont peur de toi maintenant. » Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. J'ai simplement rassemblé mes notes et répondu doucement. Tant mieux. Le lendemain de la séance, j'ai déposé une demande de transfert pour Thomas. Ce n'était pas personnel, c'était le protocole. Traiter quelqu'un si lié à votre propre histoire n'est pas seulement éthique. C'est risqué. Pas pour eux, pour vous. La directrice l'a approuvé en moins d'1 heure. Sans question. Juste un hochement de tête respectueux et un murmure « Vous avez fait ce que peu auraient osé ». Avant de lâcher complètement l'affaire, j'ai soumis un mémorandum interne. J'y ai joint les transcriptions des bandes, les notes des séances de Thomas et un dossier complémentaire intitulé « Influence familiale, répression des symptômes ». Je n'ai pas enjolivé. Je n'ai pas accusé. J'ai juste consigné ce qui était réel, ce qu'il avait été pendant des années caché derrière des sourires polis et des dossiers incomplets. Cet après-midi-là, j'ai accédé à la base de données des patients archivés. Mon nom n'y était pas. Pas de dossier. Pas de notes. Aucun enregistrement d'admission. Légalement, je n'avais jamais été internée. Pourtant, je me souvenais des murs, de leurs murmures la nuit, du poids de la porte verrouillée, du silence qui m'avait suivi après. J'ai demandé une recherche par facturation d'assurance. C'est là que je l'ai trouvé. Un dossier fantôme sous un pseudonyme. La signature d'un médecin que je ne connaissais pas. Diagnostic, psychose adolescente aiguë comportement perturbateur. J'avais 15 ans. Pas de thérapie. Pas de médicaments. Juste de l'observation. Juste du silence. Je l'ai imprimé et tenu entre mes mains. Papier fin. Vérité lourde. Ce n'était pas encore la justice. Mais c'était une preuve. Pendant si longtemps, je pensais que mon histoire était trop discrète pour compter. Mais les choses discrètes laissent des traces. Il faut juste savoir où chercher. L'histoire n'était pas censée se répandre. Mais quelqu'un, au conseil de la clinique, a divulgué le mémorandum. Peut-être était-ce la formulation. Peut-être les transcriptions des bandes. Peut-être le fait que j'avais signé de mon nom complet pour la première fois en des années sans hésiter. 2 semaines plus tard, un petit blog sur le bien-être l'a repris. Puis un forum sur les droits en santé mentale. Ensuite, un journaliste m'a appelé demandant une citation. J'ai refusé. L'histoire n'avait plus besoin de ma voix. La vérité était là en pleine lumière. Catherine a envoyé une mise en demeure. Elle parlait de diffamation de détresse émotionnelle, d'une campagne soutenue d'humiliation publique. Je l'ai transmise au service juridique et j'ai repris le travail. Je n'avais pas à me défendre. J'avais le dossier. J'avais le registre de facturation. J'avais les bandes. Thomas m'a envoyé un court email, une phrase. Ils prétendent que rien de tout ça n'est arrivé. J'ai répondu par 2 mots. Évidemment. L'hôpital a lancé un examen formel de l'historique du cas Lemoine. Le psychiatre initial a rendu sa licence. Un comité d'éthique s'est ouvert, discrètement, hors des radars mais pas hors des registres. Docteur Dubois m'a croisé dans le couloir un soir et m'a dit « Sais-tu à quel point c'est rare revenir et exposer ça de l'intérieur ?» J'ai répondu « Je ne suis pas revenu pour l'exposer. Je suis revenu pour comprendre. L'exposition n'était que collatérale. Ce soir-là, je suis rentré seul à pied. Pas de musique, pas de distraction. Juste le son de mes pas solides et assurés. Pour la première fois, le monde prononçait mon nom. Et cette fois, je ne tressaillais pas. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème. Papier épais, saugaufré. Un symposium national sur l'éthique psychiatrique adolescente. Titre du panel « Erreur de diagnostic pouvoir et le coût du silence ». Il voulait que je prenne la parole. J'ai failli dire non. Je n'étais pas oratrice. Je ne voulais pas d'applaudissements. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes ces voix qui n'ont jamais cette scène. Et à toutes ces filles qu'on dit encore trop émotives, trop théâtrales, trop tout. Alors j'ai dit oui. L'auditorium était modeste, intime, dérangé de visages attentifs, carnets prêts. Pas de projecteur, pas de spectacle, juste la vérité. Je n'ai pas tout raconté. Je n'ai pas nommé ma famille. Ce n'était pas nécessaire. J'ai décrit la forme de l'histoire, la manière dont elle s'était repliée sur elle-même. Comment une étiquette devient une cage. Comment cette cage est facilement présentée comme une aide. À un moment, j'ai levé les yeux et vu Thomas au fond de la salle, debout, sans se cacher.
Il a croisé mon regard et n'a pas détourné les yeux. Après la séance, il a attendu que la salle se vide, puis s'est approché, et a dit « J'ai parlé avec eux. Je leur ai dit que j'en avais fini de prétendre qu'ils étaient de bonnes personnes. » J'ai hoché la tête. C'était désormais son histoire à raconter. Puis il a ajouté « Ils ne t'ont pas juste fait passer pour le problème. Ils ont fait de toi un diagnostic. » Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Il avait compris. Ce soir-là, en passant par le hall de la clinique, j'ai vu mon nom gravé sur le mur des donateurs. Juste 4 mots. Docteur Héloïse Lambert, psychiatrie. Pour une fois, je ne me suis pas sentie effacée. Je me sentais à ma place. Je n'avais pas prévu de retourner à la maison. Elle avait été vendue. Une nouvelle famille y vivait maintenant. Ils avaient repeint les volets, ressemé la pelouse, accroché un carillon avant près du porche. Mais j'y suis passée quand même. Je me suis garée de l'autre côté de la rue. Je suis restée avec le moteur éteint, la lettre sur mes genoux. L'écriture de Madame Vignon était toujours lisible bien que les bords s'effacent. Tu n'étais pas malade. Ils avaient peur de toi. Un jour, tu reviendras. Et je l'avais fait. Pas avec des cris, pas avec de la rage, mais avec des dossiers, avec des preuves, avec un nom qu'il ne pouvait plus effacer cette fois. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'au porche. Un dessin d'enfant était scotché à la fenêtre. La nouvelle propriétaire a ouvert la porte curieuse mais aimable. Je me suis présentée disant que j'avais vécu ici autrefois. Elle a hoché la tête disant doucement « Vous n'êtes pas la première à revenir ». Je ne suis pas restée longtemps. Je n'ai pas demandé à entrer. J'ai juste pris la lettre, l'ai glissée dans la boîte aux lettres et j'ai dit « Elle a plus sa place ici que moi ». De retour dans la voiture, je suis restée avec le silence. Pas celui que je craignais autrefois. Celui-ci, je l'avais mérité. Il m'avait traité d'instable. Étiqueté enfermé, réécrit mon histoire sans me demander si j'en avais une. Mais j'en avais une. Et je l'avais vécue à voix haute, dans les amphithéâtres, dans les dossiers, sur les panneaux de verre et dans les séances murmurées. Je n'étais plus leur honte. J'étais mon propre registre. Et si le passé venait frapper à nouveau, j'avais mieux que la colère. J'avais la vérité. Et je savais la consigner correctement.